édition des Journées de l'économie. La situation sanitaire nous a obligés à basculer dans un format qui est intégralement digital, mais nous n'avons renoncé à aucune des spécificités des Journées de l'économie. Vous pourrez partager avec nous grâce aux questions que vous pourrez envoyer par SMS, comme chaque année. Vous pourrez suivre une cinquantaine de conférences, débats, ateliers qui vous permettront de choisir les sujets qui vous intéressent. Vous pourrez entendre des chercheurs, des acteurs économiques, sociaux, politiques, des journalistes qui confrontent leur approche. Et puis cette année, vous pourrez lire un magazine digital que nous avons construit pour vous. Vous pourrez lire aussi des billets du blog des intervenants et un certain nombre de documents qui sont attachés aux conférences. Autant dire que vous allez avoir, à mon avis, toute la matière nécessaire pour mieux comprendre les mutations que nous sommes en train de vivre. Vous savez que l'an dernier, j'avais choisi comme thème général la décennie de tous les dangers. Bon, je crois qu'il n'est plus nécessaire de justifier ce titre aujourd'hui. Cette année, nous allons travailler sur les interactions entre la crise sanitaire, l'impact économique, les tensions sociales et politiques, d'où le thème général, réinventons le progrès ensemble. Je pense que l'enjeu est un changement de cap, avec un renforcement de l'action publique, la multiplication des initiatives sur les territoires, les changements qui s'esquissent dans notre organisation du travail, mais aussi dans nos modes de vie. La crise actuelle, on le voit, frappe de manière très différente les citoyens, selon leur activité, selon leur situation personnelle. Et on assiste à une montée de la pauvreté qui est le signe de fracture qu'il va falloir réparer au plus vite. Il sera important d'avoir votre impression, et c'est ce que nous pourrons voir à travers un sondage de la Banque de France sur les Français et l'économie. Et pour commencer, nous allons écouter un micro-trottoir où nous aurons vos réactions en direct, et ensuite nous pourrons faire un certain nombre de commentaires. Nous vous retrouvons tout de suite après ce micro-trottoir. On vit une période qui est absolument inédite. On pensait que ça allait s'arrêter et là, ça continue. Donc moi, je crois que ça peut arriver de nouveau. Tant qu'il n'y aura pas de remède pour structurellement calmer en fait cette épidémie, on va avoir une succession de vagues, de confinement, reconfinement. Donc pour moi, tant que c'est pas réglé, ça va durer. Oui, forcément, vu qu'on travaille en temps partiel, maintenant en chômage partiel, en activité réduite, il faut réduire aussi les dépenses, il faut réduire le budget, il faut tout réduire. Comme je travaille dans le domaine du commerce, du coup j'étais plus dans la vente, maintenant là je suis plus dans l'envoi, dans l'e-commerce plutôt. J'envoie tout ce qui est internet, les commandes, etc. Dans l'éducation des enfants, dans mes enfants, surtout pour eux, qui comprennent, on leur explique des choses que nous-mêmes on ne nous avait pas appris. Donc. En tant que commerçant, le problème c'est qu'on est obligé en fait d'avancer l'argent en fait, au personnel. Et 21 jours après, c'est fait rembourser. Donc si on n'a pas en fait, de trésorerie, et c'est très compliqué en fait, pour nous. En fait. Je ne vais pas aller dans un supermarché, je ne vais pas prendre ma bagnole pour être dans un supermarché. Je viens sur le marché, je vais faire mes courses et je nourris mes enfants et ma famille à côté de chez moi. Ça me semble logique. Je fais toujours mes achats en ligne de base, donc pour moi, ça n'a pas vraiment impacté mon rythme de vie là-dessus. C'est plus au niveau effectivement, du rythme de jour travaillé en présentiel et en télétravail qui ont changé pour moi. Ouais. Le télétravail, franchement, ça ne nous arrange pas. Parce qu'une personne qui reste chez soi ne vient pas au restaurant. En fait, et nous, c'est une perte sèche pour nous, quoi. En tant qu'enseignant, on n'est pas formé à ça. On n'est pas formé à donner des cours à distance. Donc, en fait, on s'invente. Moi, je trouve ça plus confortable, mais je trouve qu'on bosse beaucoup plus en télétravail aussi. En fait, c'est un peu le revers de la médaille. Après, ce que ça peut changer au niveau de l'immobilier, c'est que les gens peuvent partir aussi, quoi. Ça change déjà nos modes de consommation, déjà. Donc, on faisait déjà beaucoup la cuisine, mais encore plus aujourd'hui. Tout ça va apporter un changement, oui, bien sûr. Peut-être pas dans le mode de consommation, mais je pense plus dans le mode de vie. Forcément, les personnes qui sont au télétravail, elles vont plus se renfermer chez elles, surtout si elles ont une vie familiale, etc. Elles iront moins dehors. Donc oui, peut-être qu'elles vont moins consommer aussi. Apparemment, elle a déjà eu un rôle sur le plan économique, les plans de relance offerts à la France et puis d'autres pays européens. Je m'attendais à une meilleure coordination, on va dire,
des pays. Chacun a géré sa situation de façon individuelle. Et puis maintenant, on parle d'Europe. Dans l'Union européenne, il y a de tout. Il y a des gens qui ont un niveau de vie qui n'a pas changé. Et puis il y a d'autres gens qui vont perdre leur travail, pour qui ça va être compliqué. Et là, il faut les aider, ceux-là. Il y a eu beaucoup de monde sur le carreau et j'espère que demain, l'Europe sera prête à pouvoir les refaire travailler, tout simplement. Il n'y a pas beaucoup de solutions. Soit on ne donne pas d'aide, et à ce moment-là, on abandonne complètement l'économie. Les gens vont s'appauvrir. Donc dans un cas comme ça, je pense que la décision qui a été prise est quand même sérieuse. Ouais, non, je vois pas comment ça peut se faire en fait. Économiquement, je vois pas. On continue à s'endetter, donc il y a un moment, comment on peut rembourser quelque chose si on continue à s'endetter éternellement, quoi. Augmenter sa dette, je veux dire oui et non, parce que quoi qu'il arrive, augmenter la dette, il va falloir aller le récupérer quelque part. Et bien entendu, ce sera le contribuable, donc ce sera le peuple qui va devoir payer. Et je pense que nous, les retraités, on va payer aussi, on va participer. Tout le monde va participer. Aujourd'hui, tout ce qu'on crée pour s'adapter à cette pandémie améliore notre quotidien, améliore notre façon de faire. Et oui, forcément, heureusement que la technologie est là aujourd'hui. Avec ce qu'on vit actuellement, ça l'améliore parce que si quelqu'un veut acheter quelque chose, il peut aller directement sur Internet et l'acheter, c'est plus facile, c'est plus simple. Les nouvelles technologies prennent la place. Alors nous, les humains, qu'est-ce qu'on devient? Je pense qu'il ne faut pas non plus oublier qu'on ne vit pas dans un monde virtuel. Mais en même temps, on a quand même des petits commerçants qui habitent en bas de chez nous, qui doivent continuer à vivre et peut-être qu'ils proposent la même chose que sur Internet. Il faut acheter le plus possible local. Après tout ce que l'on dit pour sensibiliser les gens, que ce soit dans les voitures ou dans le chauffage des immeubles, moi je ne vois pas beaucoup d'évolution. On achète trop, ce dont on n'a même pas besoin. Et des fois, on voit dans les poubelles sont pleines. Donc il faut vraiment qu'on change notre manière de consommer. Les gens qui vous font des grands discours sur le diesel et qui prennent l'avion pour un oui, pour un non, pour aller en vacances aux Maldives, etc. Aucun sens, ça n'a aucun sens. Concernant l'environnement, je pense que peut-être que la santé prend le pas dessus, mais chaque chose en son temps. Et pour l'instant, c'est peut-être pas la priorité. C'est pas la priorité en ce moment, mais en fait, c'est l'avenir. Donc je pense que les deux marchent ensemble et je pense que vraiment, il faut rester sur une économie locale. Il faut essayer le plus possible de trier les déchets. Enfin voilà, c'est le grand classique. Eh bien, je propose d'abord peut-être à Jérôme Ballet, le membre du directoire en charge du pôle finance et opérations à la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, de réagir aux propos que nous venons d'entendre dans ce micro-trottoir. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci Pascal. Alors moi, j'ai 3 sujets effectivement par rapport à ce micro-trottoir. Le premier, c'est effectivement la réaction par rapport à l'intensité de la crise. Tout le monde, tous les sondés là, nous le disent. J'ai retenu les mots inédit, exceptionnel, cela va durer. Effectivement, cette crise, elle touche tout le monde, ce qui n'est pas toujours fréquent dans les crises, parce qu'on a tous dans nos familles ou dans notre entourage des personnes malades ou malheureusement des personnes décédées. Deuxièmement, par rapport au confinement, nous sommes tous confinés, qu'on habite Lyon, Marseille ou Lille. Donc ça, c'est vraiment le premier point qui m'a marqué, c'est la gravité, la prise de conscience des sondés. Le deuxième, je voudrais revenir sur l'histoire de la dette. À peu près tout le monde, tous les sondés nous disent qu'il faut s'endetter. Effectivement, c'est une des solutions mises en avant pour soutenir l'activité économique. Après, les questions, c'est comment on rembourse cette dette. Alors, j'ai noté le peuple, par exemple, les retraités. En revanche, ce qui m'a marqué, c'est tout ce qui concerne l'Union européenne, à savoir, il n'y a pas de coordination dans l'Union européenne. Alors moi, je pense que c'est totalement vrai d'un point de vue sanitaire, puisqu'il y a des pays qui ont confiné, d'autres qui n'ont pas confiné, certains ont mis un couvre-feu, d'autres pas, etc. En revanche, d'un point de vue économique, il y a quand même eu un plan de relance historique qui a été signé en juillet par les 27 pays de l'Union européenne. Alors certes, il est remis en cause par la Pologne et la Hongrie là, depuis hier, mais nonobstant ce phénomène-là, je pense que c'est historique et pour moi, c'est un point important quand même dans la construction européenne parce que pour la première fois, l'Union européenne va emprunter en son nom et pour tous les pays. Je vous rappelle juste en 2 mots, c'est 750 milliards avec 360 milliards sous forme de prêts et 390 milliards sous forme de subventions. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est la prise de conscience de tous les sondés sur le changement de vie et le changement de consommation. Donc, ça a été dit, on change notre mode de vie, la technologie est omniprésente avec Internet.
changement de consommation, on a parlé de circuits courts, de trop de déchets. Moi, je voudrais juste très rapidement mettre en avant le changement de vie aussi pour les entreprises. Alors, je pense qu'on y reparlera tout à l'heure, on y reviendra sur le télétravail. Moi, je donne l'exemple de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes où en une journée, on a mis 750 collaborateurs à peu près en télétravail, donc c'est quand même très rapide. Et deuxièmement, c'est l'émergence de l'innovation, du digital. Alors certes, le digital est présent dans les grands groupes, mais moi, ce qui a marqué, c'est tout le click and collect des petits commerces qui s'est développé. Je pense qu'on a une petite révolution. Et quelque part, je me demande si la crise ne va pas permettre de propulser l'innovation. On n'est pas loin, pour moi, de la théorie de Schumpeter, quelque part. Voilà mes trois réactions par rapport à ce micro-trottoir. Merci Jérôme Badet. Et je serais tenté maintenant d'avoir les réactions d'Emeline Baume, qui est la première vice-présidente de la métropole de Lyon, à l'économie, l'emploi, le commerce, le numérique et la commande publique. Oui, bonjour à toutes et à tous, j'espère que ça fonctionne bien. Pour compléter du coup les propos du précédent orateur, moi j'ai bien entendu une perception assez structurée, j'oserais dire, de l'ensemble des femmes et des hommes qui ont été interviewés. Un questionnement quand même sur notre système, notre modèle social. Il y a un vrai questionnement de fond sur notre système de redistribution, une non-articulation, une incompréhension en fait de l'action de l'Union européenne, un besoin, une attente de collectif, de coopération entre les institutions qui seraient dans l'inconscient collectif garante de notre modèle social, ce qui n'est pas complètement vrai de mon point de vue. Et j'ai beaucoup entendu quand même, à part une oratrice, ce décalage entre quelque chose qui était perçu très fortement pendant le vrai premier confinement, à savoir l'impact sur l'environnement et notre connexion à la nature, et là finalement une forme de détresse, d'inquiétude personnelle et collective autour de la santé des entreprises, la question de la dette et tout, et on éloigne finalement cette question au sens large du terme de la nature. Et j'aurais tendance à amener un troisième pied qui est, après l'impact social, l'impact carbone, cette question de la coopération qui est questionnée mais qui n'est pas amenée dans les interviews. C'est-à-dire que spontanément, dans les envies d'agir des habitants, il n'y a pas le collectif. Il y a je vais agir en tant que citoyen, mais il n'y a pas je vais coopérer avec d'autres pour transformer la réalité ici et maintenant de mon quotidien. Merci Emeline Baume. Je pense que pour compléter les premières impressions qu'on vient d'avoir, nous allons maintenant pouvoir entendre Julia Sestieri qui va nous présenter les deux premières parties du sondage sur les Français et l'économie et leur vision par rapport à la crise sanitaire actuelle. Oui, bonjour à tous. Donc, j'ai fait partager mon écran. J'espère que ça marche. C'est un plaisir d'être ici, même si virtuellement cette année. Je vous présenterai donc les résultats du sondage Les Français et l'économie qui est mené par Kantar pour la Banque de France. Juste un rappel très rapide sur la méthodologie. Il s'agit d'une enquête qui est réalisée par téléphone, qui a eu lieu entre le 9 et le 27 octobre. Donc, il faut avoir en tête, c'est avant le deuxième confinement, avec un échantillon de 1005 individus âgés de 18 ans et plus, qui sont représentatifs de la population française. Je vais présenter d'abord les deux premières parties. Il s'agit d'abord de questions récurrentes sur l'intérêt des Français pour l'économie et après d'une partie beaucoup plus d'actualité sur les principaux impacts de la crise sanitaire et économique liée à la Covid. Donc, la première question, c'était dans une liste de sujets économiques sur les deux sur lesquels vous souhaiterez avoir plus d'informations. On voit que cette année, c'est l'emploi qui l'emporte. En fait, l'évolution, je pense, du contexte économique et politique explique en partie les évolutions par rapport à 2019 où le premier sujet d'information prioritaire était jugé celui des finances publiques. Donc, l'emploi devient prioritaire dans un contexte de forte incertitude. On l'a entendu pendant le micro-trottoir. On ne sait pas vraiment quel est l'impact à long terme de cette crise sur l'emploi. Le deuxième sujet prioritaire, c'est l'inflation. Je reviendrai sur ça dans quelques slides et sur l'impact aussi que la crise a eu sur les prix et sur l'inflation. Et on voit un fort recul donc de l'intérêt pour les finances publiques et le financement de la protection sociale, alors que c'est deux sujets qui sont fortement quand même impactés par la crise Covid, mais on voit moins 11 et moins 9 points par rapport à l'année dernière. Et enfin, peut-être un sujet qu'on voit aussi un recul, c'est le sujet de la mondialisation. On voit c'est estimé important, juste c'est en avant-dernière position, mais les franciliens
le juge quand même important à 24%, et ça peut être en raison du fait que l'économie de cette région est quand même un taux d'ouverture internationale plus élevé. Après, à la question récurrente, quel est votre intérêt pour l'économie? Est-ce que vous vous intéressez peu ou pas du tout ou beaucoup? On voit cette année une baisse de l'intérêt pour l'économie, probablement en raison des enjeux sanitaires qui l'importent. Donc, on a une hausse de 7 points par rapport à l'année dernière, des gens qui disent être peu ou pas du tout intéressés à l'économie. Et en fait, cette hausse est vraiment sur les personnes qui ont dit pas du tout, qui passent de 16 à 22%. Et malheureusement, parmi ces gens, on trouve les très jeunes, donc 60% des 18-24 ans. Pour le reste, c'est structurellement le niveau d'intérêt largement dépendant de facteurs comme l'âge, le revenu et le niveau de diplôme. Et voilà, avec moins de 50% des répondants qui se disent intéressés à l'économie, on touche quand même le niveau le plus bas depuis 2013. Après, il y a les questions aussi récurrentes sur comment vous jugez votre niveau des connaissances en économie, sachant que le niveau de connaissances moyen des Français est un objectif de moyen terme, de moyen long terme. Et je vais rappeler que quand même la Banque de France a parmi ses missions l'éducation financière et économique des publics. Elle a été reconnue comme opérateur national de la stratégie d'éducation et réalise plusieurs missions. Les GECO, ils font partie aussi de ces événements qui ont aussi comme objectif de faire connaître l'économie au grand public. Donc, en moyenne, les gens répondent, notre niveau est moyen à 56%, et il y a quand même près d'un Français sur 3 qui juge son niveau de connaissances faible ou très faible, et on retrouve malheureusement à nouveau les très jeunes à 44%. Je passe maintenant aux questions sur l'inflation. Donc, ça aussi, c'est une question récurrente. On demande à l'échantillon de personnes quel est votre avis sur le niveau moyen des prix, comment il a évolué depuis un an, donc l'inflation. Et on voit que la moitié des Français surestiment clairement l'inflation et répond, 47% des personnes répondent, on a vu une inflation supérieure à 2%. Alors que, il faut le rappeler, depuis le début de l'année 2020, l'inflation en France a baissé assez fortement. Elle est passée de 1,7 en janvier à 0,1% en octobre, notamment en raison de la baisse des prix de l'énergie, mais pas que. Donc la réponse, disons, correcte aurait été, l'inflation est restée stable ou a augmenté de moins de 2%. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît dans la littérature économique, la surestimation de l'inflation par les ménages. Il est peut-être intéressant de faire un point par rapport à cette année. Donc cette année, pendant le premier confinement, on a vu que le mode de consommation, on l'a entendu aussi dans le micro-trottoir, a changé des Français. Donc, on a changé nos paniers de biens de consommation. On s'est porté beaucoup plus sur l'alimentaire, où les prix étaient plus dynamiques, et beaucoup moins sur les services, où les prix sont normalement, la dynamique des prix est plus basse. Donc, il y a un blog, je vous suggère de lire, de la Banque de France, qui fait un point intéressant. Si on mesure pendant le premier confinement l'inflation avec ce changement de poids de consommation, on voit que l'inflation était d'environ 1 point supérieur à l'inflation mesurée par l'indice standard des prix de l'INSEE. Mais c'est quand même un phénomène qui était transitoire et qui a été réversé après une fois le déconfinement. Mais bon, ça pourrait réarriver avec le nouveau confinement. Enfin, une question sur quelle est votre anticipation d'inflation à un an. Là aussi, un résultat qu'on connaît. En fait, les perceptions d'inflation et les anticipations d'inflation sont très fortement corrélées. Donc, les gens qui disent avoir vu l'inflation augmenter de plus de 2%, ils attendent aussi une inflation supérieure à 2% l'année prochaine, et ainsi de suite. Je passe maintenant à la partie du sondage qui était vraiment liée à l'actualité. Donc, quels sont les principaux impacts de la crise sanitaire sur l'économie? Donc, la première question portait sur le sentiment de la situation économique. On a demandé aux gens comment vous voyez la situation économique de la France dans les 12 prochains mois. Et on voit que la majorité des personnes pensent que la situation va se dégrader, donc environ 63%. Et seulement 21% des répondants disent que la situation va s'améliorer l'année prochaine. Et parmi les plus pessimistes, on retrouve les femmes et les catégories socioprofessionnelles qu'on appelle moins, les employés et les ouvriers. Et par moi, les plus optimistes, si on peut dire, on trouve les hommes et heureusement ici les très jeunes. C'est intéressant de voir que quand on pose la même question
mais on leur pose la question sur leur propre ménage, leur propre foyer, comment vous voyez la situation dans les 12 prochains mois. Le pessimisme est réduit de moitié, donc ça reste quand même élevé, un chiffre de 33% de personnes qui disent que la situation de leur propre ménage va se dégrader, mais c'est quand même un redimensionnement par rapport aux 60 qu'on a vu tout à l'heure, et la majorité des gens pensent que la situation va rester plus ou moins la même. Une autre série de questions portée sur le télétravail. On en a parlé tout à l'heure. Alors, il y a eu un recours fort au télétravail pendant le premier confinement. On leur a demandé quelle est la situation qui vous décrit le mieux. Est-ce que vous n'avez pas eu recours au télétravail? Est-ce que vous avez eu recours, mais maintenant vous le pratiquez plus? C'était le mois d'octobre, donc avant le deuxième confinement. Ou vous avez eu recours, et vous continuez à le pratiquer. Donc, on voit que la grande majorité, 68%, n'a pas eu recours au télétravail pendant le confinement. Et 31%, donc là, c'est une question bien sûr qu'on posait juste aux actifs, c'est la moitié de l'échantillon environ, et parmi ces 500 personnes, 31% disent oui, on a eu recours. On trouve surtout les professions des cadres et les professions libérales et les franciliens. Et une bonne nouvelle, c'est que parmi ces gens qui ont recours au télétravail pendant le premier confinement, 35% seulement disent avoir dû faire un effort important d'adaptation. Après, on a posé la question à nouveau à tout l'échantillon des répondants. Est-ce que vous pensez que ce caractère qu'est le télétravail va être plutôt durable ou transitoire? Et là, on voit que les Français sont partagés, plutôt moitié-moitié, avec un peu plus de gens qui répondent que ça va être durable, mais la majorité reste quand même modérée dans sa réponse, plutôt temporaire ou plutôt durable. Ça veut dire qu'en fait, il y a une incertitude sur quel est le caractère du travail du demain. On a après posé des questions sur l'épargne. Donc, on sait que pendant la première partie de l'année 2020, il y a eu une forte chute de la consommation et une forte augmentation de l'épargne des ménages. Donc, il y a plusieurs estimations, mais qui tapent sur une fourchette d'entre 50 et 90 milliards supplémentaires par rapport à la tendance pré-Covid. Et on a demandé aux gens quelle était leur capacité d'épargne individuelle. Est-ce que vous avez pu mettre plus d'argent de côté que d'habitude? Et là, on voit que la majorité, 75%, disent non. C'est bien sûr normalement et majoritairement les ménages à bas revenus, et environ 1 sur 4 dit oui, on a peut mettre davantage de côté. C'est les très jeunes, encore à nouveau de manière un peu surprenante, et les foyers à haut revenu. Donc, ce qu'on sait, par exemple, il y a une analyse du Conseil d'analyse économique qui nous dit que 70% de cette surcroît d'épargne était fait par le dernier quintile de la distribution des ménages, des revenus des ménages. Donc, c'est en fait les plus riches qui ont une propension à la consommation inférieure à la moyenne. Et après, on a demandé aux gens qui ont dit oui, on a mis davantage de côté, qu'est-ce que vous allez faire avec cette épargne? C'est une question importante pour les économistes. Est-ce qu'il y aura donc une consommation, c'est un épargne précautionnelle parce qu'on consommera plus dans le court terme, dans le moyen terme ou dans le long terme? Il y avait 3 possibles réponses. On voit qu'il n'y a pas une réponse qui l'emporte très majoritairement sur les autres, mais quand même, il y a 40% qui disent on va épargner à plus long terme, donc un épargne de précaution à long terme, c'est surtout les hommes, et aussi une bonne partie, surtout les femmes, qui disent c'est un épargne plutôt de court terme, dans les 6 prochains mois, on va faire des achats ou des projets. La dernière série de questions d'actualité, c'était sur le paiement électronique. Donc, on sait pendant la crise sanitaire, pendant l'année 2020, l'utilisation des paiements électroniques s'est nettement accrue. Donc, on a demandé aux gens, effectivement, si vous avez utilisé plus les paiements électroniques. Et 67% des répondants ont dit oui. Et on rappelle que la carte bancaire est loin devant les espèces en France comme moyen de paiement. C'était déjà le cas pour les achats normaux. Mais là, c'est aussi pour les petits achats au quotidien, 77% sont faits par carte bancaire. Et donc, on a demandé pourquoi vous avez accru votre utilisation des moyens de paiement électroniques. Il y a 2 séries de réponses. Une première, c'est parce que le paiement électronique est devenu plus simple, donc on peut penser au sens contact. Et la deuxième série de réponses, c'était des raisons sanitaires. Donc, les gens, ils craignent un risque de contamination lié soit au billet de banque, soit au contact manuel avec les commerçants. Et voilà, j'ai fini pour ma part. Merci Julia pour cette présentation très claire. Alors je me vois que j'ai encore beaucoup de travail puisque les jeunes ne s'intéressent pas beaucoup à l'économie. Et par contre, une bonne nouvelle, c'est que les femmes soutiennent plus l'économie. Elles seraient prêtes à dépenser leur épargne plus rapidement que les hommes.
Donc il y a peut-être un plan de relance là, particulier à penser de ce côté-là. Bon, Jérôme Vallet, je souhaitais vous poser une question par rapport à ce qu'on vient d'entendre. On nous dit qu'il y a finalement plus des 3/4 des Français qui pensent que la situation économique du pays va encore se dégrader ou au mieux va rester la même. C'est un pessimisme macroéconomique qui est très courant. Et en même temps, on voit bien qu'il y a une espèce d'optimisme à l'échelle de leur famille, où là, ils pensent que la situation est nettement moins dégradée qu'au niveau national. Et on voit que cette inquiétude se développe dans un contexte, en effet, où les sondés s'intéressent moins au sujet économique. J'aimerais bien avoir votre réaction sur cette situation d'inquiétude et en même temps de plus faible intérêt au sujet économique. Alors déjà sur effectivement la dégradation de la situation économique, effectivement ça a été dit, avec un PIB qui moins 8 ou même moins 12%, je crois, les derniers PIB de la Banque de France, si je ne dis pas de bêtises. Donc effectivement, on peut comprendre l'inquiétude des Français par rapport à ça. Et puis moi, je lisais un sondage de Doxa qui disait que 3/4 des interrogés du sondage pensent que pour résoudre la crise, le gouvernement doit prendre en compte les conséquences économiques et sociales de cette crise et pas uniquement les critères sanitaires et scientifiques. Donc tout ça montre effectivement qu'il y a une vraie inquiétude par rapport à tout ce sujet-là. Même si aujourd'hui, ce que je peux noter, c'est que, et là c'est le banquier qui parle, finalement il y a très peu de défaillances d'entreprises. Moi, je lisais qu'il y avait 36 000 défaillances d'entreprises, je crois, c'est le plus bas niveau depuis 91. Alors pourquoi? Parce qu'on y reviendra peut-être tout à l'heure. Il y a tout le soutien qui a été mis en place avec les PGE, avec les reports d'échéances, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on constate, nous, dans les banques, peu de travail, et ça va arriver, je pense, dans les services contentieux, peu de travail en affaires spéciales, etc. Donc on pense que tout ça, va y avoir un report, effectivement, assez fort sur les années 21-22. Donc tout ça, c'est pour répondre, effectivement, à la dégradation de la situation économique. Alors deuxième élément, c'est l'optimisme par rapport à son ménage, par rapport à sa famille. Moi, j'étais assez surpris parce qu'on parle de centaines de milliers d'emplois qui seraient détruits, etc. Donc, j'ai plusieurs éléments de réponse. Le premier, c'est peut-être qu'effectivement, aujourd'hui, il y a un recours fort au chômage partiel. Donc, effectivement, les familles ne sont pas encore touchées, si je prends ce terme qui n'est pas très heureux. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, ça a été dit effectivement à l'instant par rapport au sondage, c'est tout le recours à l'épargne. Alors, on parlait de 50 à 90 milliards. Moi, j'avais même jusqu'à 100 milliards d'épargne en 2020. Alors, c'est à la fois de l'épargne forcée, effectivement, ça a été dit, puisqu'on n'a pas pu consommer, notamment lors du premier confinement, et de nouveau aujourd'hui avec les commerces fermés. Et puis, une épargne de précaution par rapport, effectivement, à tout ce que l'épargne constituée par les Français et le Baden. Alors, moi, ce qui m'a étonné, c'est tout ce qui concerne le long terme, l'épargne long terme. Parce que nous, ce qu'on constate dans les banques, c'est plutôt de court terme. Nous, on voit des dépôts à vue, c'est-à-dire les comptes courants de nos clients chez nous, qui sont à un niveau record. On n'a jamais eu autant de dépôts à vue, donc on voit un véritable attentisme de nos clients par rapport à leur trésorerie. Deuxièmement, si je prends le livret A, et puis nous, à Caisse d'Épargne, on est bien placé sur le livret A, on a vu un chiffre record sur le premier semestre 2020. Je crois que c'est 22 milliards collectés sur le livret A. C'est autant que l'année 2018-2019 réunis. Donc, on voit qu'il y a vraiment une collecte forte. Et par contre, quand on regarde l'assurance vie, c'est plutôt une stagnation. Donc, moi, j'ai plutôt tendance à penser que l'épargne aujourd'hui est plutôt sur des supports court terme, vraiment dans une période d'attentisme. Les dernières réactions que j'avais, c'est par rapport au paiement électronique. Alors, ça a été dit, on voit effectivement l'explosion de son contact. Moi, je discutais avec ma boulangère la semaine dernière, qui me disait que quasiment 50% aujourd'hui des paiements se font sans contact, c'est-à-dire 5 fois plus qu'il y a à peu près un an. Et deuxièmement, effectivement, nous, on a vu dans nos distributeurs de billets un fort retrait. On a eu beaucoup moins de retrait au niveau de nos GAB d'espèces. C'est effectivement, on peut penser qu'aujourd'hui, il y a vraiment une prise de conscience d'utilisation de la carte bancaire au détriment du cash et au détriment de toutes les autres formes de paiement. Voilà un peu mes réactions par rapport à votre question, Pascal. Merci beaucoup, Jérôme. Il y a un autre aspect là, dans le sondage que j'aimerais bien privilégier avec Emeline Baum. On constate qu'il y a une faible proportion des actifs qui a eu recours au télétravail pendant le premier confinement, alors qu'on insiste beaucoup sur cette mutation. Là, on voit qu'il y a 31% et seulement 16% en fait qui ont continué à pratiquer partiellement ce télétravail. Et on voit aussi que c'est sur les innovations technologiques que la demande des Français pour être mieux informés est le plus faible.
C'est quand même un peu curieux parce qu'on nous parle beaucoup du télétravail, on nous parle beaucoup des nouvelles technologies. Et là, le sondage sur ces deux dimensions nous ramène peut-être à une réalité un peu différente. Qu'est-ce que vous en pensez, Emeline Moum? Alors, ce que je retiens par rapport au télétravail, le message qui est renvoyé, en tout cas dans ce sondage, c'est que nous sommes des êtres sociaux. Nous avons besoin de liens. Quand on est contraint, en particulier, je rappelle que le premier confinement était particulier, puisque celles et ceux qui étaient concernés par une vie de famille et des enfants à la maison, de toute façon, étaient là, puisqu'il y avait des questions de garde, pour être clair. Et je pense que ça invite en fait les décideurs, mais y compris les collectivités territoriales, à se poser les conditions en fait du télétravail. Et derrière les conditions du télétravail, au-delà de la question du matériel qui recoupe la question des innovations technologiques, il y a ce besoin de lien et donc ce besoin de lieu tout simplement. C'est pas parce qu'on est en télétravail qu'on est nécessairement à son domicile. Il y a des inégalités très fortes, en particulier en Île-de-France. Mais aussi sur nos régions très denses urbaines où on n'est pas tous logés à la même enseigne en termes d'habitat. Et il me semble qu'on a une responsabilité autour des lieux. Et la deuxième question qui n'est pas posée mais qui est sous-jacente aussi, et c'est peut-être pour ça que le télétravail n'a pas repris à plein, c'est la question de nos modes d'organisation dans le travail et à côté du travail. Et je pense que là, les économistes et les sociologues ont beaucoup de choses à apporter en termes d'accompagnement à l'ensemble des organisations économiques du territoire. Pour ce qui est de la question des innovations technologiques, ça peut être, c'est un petit peu piquant, effectivement, cette donnée. Moi, j'ai eu un peu le sentiment d'être passif. Voilà, on nous a contraints au télétravail à un confinement. De toute façon, c'était subi. Donc finalement, pas besoin, on se met à ces nouveaux usages du numérique, y compris sur la question là, de cette société du sans contact, y compris pour les paiements. Ce que ça m'amène, c'est un devoir de vigilance autour de tout ce qui est caché derrière l'inclusion numérique et la maîtrise des usages du numérique, l'impact que ça a, pareil, dans nos modes d'organisation, dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos organisations économiques et plus globalement dans notre société pour ne pas verser dans cette société du sans contact et sans lien. Je pense que c'est important de faire la différence entre les deux et du coup d'accompagner. Les GECO sont là pour ça, de mon point de vue, d'accompagner en fait les habitants, les usagers qui sont contraints et forcés à vite muter sur ces questions-là, de prendre toute votre place dans le débat démocratique, dans les médias et aussi sur les réseaux sociaux, parce que malheureusement, dans cette société du sans contact et peut-être du sans lien, mais avec des conséquences très fortes sur la santé mentale de chacune et de chacun, il y a une dégradation des lieux de démocratie et de débat, et je pense qu'on l'évoquera après, mais il y a une responsabilité essentielle des acteurs locaux pour remettre, entre autres, par exemple, de l'éducation populaire un petit peu partout. Merci Emeline, et je dois dire que je vous suis particulièrement bien parce que perdre le face-à-face, pour moi, dans les journées de l'économie, c'est quelque chose de très difficile. Je veux bien qu'on aille vers l'économie des plateformes. Elle est en train de se mettre en place, mais il faut absolument qu'on puisse maintenir le lien. Et j'espère qu'on pourra rapidement résoudre ce problème à la sortie de la crise sanitaire. Je propose maintenant à Julia de nous présenter la troisième partie du sondage, qui sont sur les défis à relever. Oui. Alors, effectivement, la troisième partie, c'était sur les défis mondiaux et les acteurs qui doivent s'en occuper. Attendez, c'est bizarre. OK. Donc, la première question de cette partie, on a mis une liste de défis mondiaux. On demandait aux gens quels sont les deux dont il faudrait s'occuper en priorité. C'est une question aussi récurrente, mais où la liste des défis change un peu d'une année sur l'autre. Donc, on voit à nouveau que, comme on l'a dit tout à l'heure la première slide, les Français s'intéressent, ils ont besoin de plus d'informations sur l'emploi. Donc, le défi économique plus fort, c'est le chômage cette année. L'année dernière, c'était le changement climatique qui l'emportait largement sur les autres. On voit que le contexte économique fait que cette fois, c'est le chômage. Et en deuxième, l'exclusion sociale et la pauvreté. Troisième position pour les risques sanitaires et les conséquences économiques et le changement climatique qui reste quand même important.
Et après, on a d'autres défis comme les inégalités, les flux migratoires et l'augmentation de la dette. Après, on demandait, selon le défi cité, donc le premier, il y avait deux possibles réponses. Donc, selon les réponses données, quel est, à votre avis, l'acteur économique qui a permis le plus gros effort pour lutter? Attendez, parce que je pense que vous voyez un peu mal. Voilà, c'est mieux. Quel est, à votre avis, l'acteur qui a permis de lutter plus fortement contre ce défi? Donc, on voit très clairement que pour le chômage, c'est l'État et les entreprises qui ont consenti, selon les Français, les plus gros efforts contre ce défi. Alors que pour l'exclusion et la lutte à la pauvreté, ce sont les collectivités locales auxquelles ce rôle est dévolu qui l'importent comme l'acteur principal qui ont consenti des efforts. Pour les autres, une autre chose intéressante, c'est que on le verra aussi pour les autres défis, c'est souvent État, citoyens, collectivités et entreprises qui sont cités, et l'Europe et le secteur financier n'est pas très cité, alors que sur certains défis, comme on l'a rappelé tout à l'heure, l'Europe et le secteur financier a fait sa part. Donc là, par exemple, pour le changement climatique, c'est les citoyens et les collectivités locales qui sont cités comme les acteurs qui ont permis les plus gros efforts pour lutter contre ces deux défis des inégalités et du changement climatique. Pour les flux migratoires, c'est cette fois l'Europe. C'est la seule fois où l'Europe est citée avec l'État. Après, on demande aux personnes, selon les défis qu'ils ont choisis, quel est, à votre avis, l'acteur mieux placé pour s'en occuper au quotidien? Et là, on voit que c'est l'État et les pouvoirs publics qui l'importent systématiquement, quel que soit le sujet, comme l'acteur le mieux placé pour s'occuper de ces différentes priorités. Bon, après, il y a aussi des réponses importantes pour les collectivités locales. Et ça, c'est vrai pour le chômage, pour les risques sanitaires, pour le changement climatique, les inégalités, le flux migratoire. Bon, pour le changement climatique, on voit par rapport à un fait d'exception, c'est d'abord aux citoyens, aux yeux des Français, de s'en occuper. Et voilà, après, on voit les mêmes résultats, plus ou moins, pour tous les défis. À nouveau, le secteur financier, vraiment en dernière position. Et peut-être que nos intervenants pourront revenir un peu sur ce point intéressant. Merci. Merci, Julien. Oui, ce point sur les acteurs financiers, je pense que c'est une première question pour nous qui est intéressante, parce que si on regarde ce qui inquiète le plus les Français, ce sont des conséquences économiques de la pandémie. C'est le chômage, la pauvreté, et on voit que ce qui les inquiète le moins, c'est la dette. Alors qu'on a quand même beaucoup de débats en ce moment sur qui va payer la dette. La dette en elle-même ne semble pas être un très grand sujet d'inquiétude. Et on voit d'ailleurs que la pandémie aussi, la crise sanitaire n'apparaît pas en premier. Donc, dans la hiérarchie comme ça des inquiétudes et des défis à relever, on a l'impression que c'est l'horizon plutôt économique qui l'emporte complètement sur les pertes d'emplois et le risque ici de perte de revenus qui est extrêmement important. Et par rapport à ces questions, je pense que quand on regarde les acteurs qui doivent relever les défis, j'ai envie quand même de poser la question à Jérôme Ballet, parce qu'il est un peu au cœur de l'interrogation qu'on peut avoir. Quand on évoque les défis à relever, les acteurs qui sont ceux dont on attend le plus, eh bien, il y en a un dont ils ne semblent pas être très concernés. Ce sont les banques centrales, le secteur financier. Et pourtant, sans arrêt dans les médias, on nous dit qu'il faut beaucoup s'inquiéter de la montée des dettes et que c'est un enjeu extrêmement important pour amortir les effets de la crise sanitaire. J'aimerais bien savoir comment vous expliquez cette apparente faiblesse des attentes, en tout cas des Français, sur le rôle que pourrait jouer le secteur financier pour relever le défi actuellement. Jérôme ? Oui, alors, moi je ne suis pas complètement étonné, c'est qu'en période de crise, on se tourne plutôt vers les collectivités locales ou l'État. Nonobstant, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le secteur financier, dans les banques, et il y a surtout beaucoup de communication à faire.
Moi, ce que je constate, c'est que cette crise, finalement, elle fait suite à la crise de 2008, qui était vraiment une crise du secteur bancaire et financier. Hein. D'ailleurs, on avait la crise des subprimes. On avait reproché effectivement l'injection de milliards pour renflouer les banques. Et moi, je crois que cette crise vis-à-vis des banques, je parle, l'image est complètement différente, puisque je trouve que cette crise, les banques jouent leur rôle. Elles sont vraiment un acteur, elles ont un rôle d'opérateur très important dans cette crise. Je l'ai dit tout à l'heure, les prêts garantis par l'État. Je rappelle que les prêts garantis par l'État, c'est 3 mois de chiffre d'affaires sur lequel on peut prêter avec une garantie de 90%. Aujourd'hui, les prêts garantis par l'État, c'est quand même 600 000 structures qui en ont bénéficié et c'est à peu près 120 milliards de demandes. Donc certes, c'est garanti par l'État, mais les banques, et moi je peux vous assurer qu'ici, ça n'a pas chômé au mois d'avril, quand on a fait les prêts garantis par l'État. Donc il y a vraiment un rôle important des banques dans cette crise. Il y a ça, il y a les prêts garantis par l'État, il y a le report d'échéance. Donc ça, je dirais, c'est l'impact même de la crise. Après, il y a l'après-crise. Et pour moi, l'après-crise, les banques auront un rôle fort à jouer, puisqu'il faudra continuer à accompagner nos clients. Une fois que les fameux PGE seront remboursés ou seront en amortissement, il faudra effectivement continuer. Il n'est pas question de laisser tomber nos clients. Voilà. Après, si j'élargis un peu, quel est le rôle effectivement dans le monde de demain des banques ? Moi, je pense qu'il y a un sujet effectivement sur la transition écologique. On reproche aux banques de ne pas faire assez d'efforts dans cette transition écologique. Alors certes, tout ne peut pas se faire du jour au lendemain. Moi, je donne juste 2 chiffres. Aujourd'hui, notre exposition au charbon, c'est 0,2%, toutes les banques françaises. C'est 0,2% de nos encours corporate, si je parle anglais. Et nous ne finançons plus de nouveaux projets. Et dans le même temps, si je regarde le financement du secteur de l'énergie renouvelable, c'est 41 milliards plus 60% en 3 ans. Alors certes, effectivement, on est toujours dans le secteur du charbon, mais vous voyez qu'on ne finance plus. Et aujourd'hui, quasiment tout projet, pour un peu qu'il soit sérieux, sur le secteur de l'énergie renouvelable, trouvera un financement. Ça, il n'y a pas de sujet là-dessus. Donc je pense effectivement, de plus en plus, les banques intègrent les critères climatiques dans leur modèle économique. Aujourd'hui, il y a un alignement. D'abord, on essaie de s'aligner sur les accords de Paris, ça c'est le premier point. Il y a la mise en place d'un observatoire, tous ces sujets de transition écologique au niveau bancaire. Et aujourd'hui, vis-à-vis de nos clients, on a toujours une réflexion, à savoir, on évalue effectivement tous les sujets climatiques vis-à-vis de nos gros clients. On essaye de regarder effectivement tout ce qui est le taux de consommation carbone de nos clients. Et puis surtout, on regarde la trajectoire et on regarde les projets pour lesquels on pourrait les aider afin effectivement qu'on ait un véritable dialogue avec le client. Donc je crois qu'il y a tout quelque chose qui est en train de se faire, qui est un peu long, qui est un peu lent, mais je pense qu'il va s'amplifier. La crise va nous aider à avancer sur le sujet. Enfin, dernier point dans les défis à relever aussi dans le monde bancaire, c'est tout ce qui concerne l'exclusion sociale. Et l'inclusion bancaire est un axe principal. Il y a un travail avec la Banque de France d'ailleurs qui se fait avec un observatoire de l'inclusion bancaire. Effectivement, il y a tout un travail qui est fait par le secteur bancaire pour améliorer la prévention dans les situations de fragilité de nos clients et identifier au mieux effectivement les publics fragiles. Voilà, donc j'aurais tendance à dire pour conclure mon propos que effectivement, ce n'est pas spectaculaire, mais il y a plein de choses qui sont faites dans plein de domaines et les banques finalement ne restent pas les bras croisés aujourd'hui. Je pense que ça va s'amplifier et la crise va donner effectivement un petit peu un coup d'accélérateur dans tous ces sujets-là. Oui, merci Jérôme. C'est intéressant, je crois qu'on sous-estime le rôle assez spécifique de la finance qui a été un amortisseur de la crise actuelle, ce qui est assez différent des situations comme celle de 2008. Et la deuxième chose, ça peut être aussi en effet un accélérateur des transformations selon en effet les flux financiers qui iront vers, par exemple, cette fameuse finance verte dont on nous parle beaucoup. Si on regarde dans les défis, je pensais poser une question aussi à Emeline Boom parce que quand on regarde les grands défis mondiaux à relever, on constate que les Français attendent beaucoup des collectivités locales et pas seulement de l'État. En particulier dans la lutte contre la pauvreté, dans l'action pour le changement climatique. On voit qu'il y a là une véritable attente. J'ai l'impression que ça nous ramène un peu aussi à tout ce qui est l'économie des territoires. C'est-à-dire que de plus en plus, on a une société civile qui attend concrètement un certain nombre de transformations. Et ce serait peut-être vrai d'ailleurs sur les banques aussi, ce que je suis en train de dire, sur le fait qu'on veut voir qu'est-ce qu'on va avoir comme transformation à l'échelle du territoire. Et donc, je me pose la question, est-ce que ce constat se confirme pour vous à l'échelle de la métropole de Lyon? Et en quoi cet échelon local vous semble bien adapté
pour traiter les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Emeline? Alors, l'échelon local, donc c'est la question de la proximité, tout simplement. Je pense, quand on est dans une situation de crise, ce qu'on traverse quand même depuis pas mal d'années, hein, c'est plus le plein emploi depuis pas mal d'années, et en particulier, enfin singulièrement là, sur le confinement, on se retourne spontanément. En gros, quand on a un problème, qui on appelle, c'est la mairie. On ne sait même pas, par exemple, pour mon cas, les habitants ne savent pas forcément que la métropole existe, mais c'est la question des réponses de proximité pour mon cadre de vie en tant qu'habitant. Je pense qu'il y a beaucoup de ça derrière. Quand on dit que c'est aux collectivités, enfin que la perception, c'est les collectivités peuvent agir pour la justice sociale, hein, et la lutte contre les inégalités sociales, je pense que c'est aussi tout simplement parce qu'on spontanément, pareil avec cette question de confinement, c'est cruellement posé la question de l'habitat, donc de l'indignité de certains habitats, des questions de mobilité, puisqu'on a eu les transports en commun qui se sont arrêtés. Donc chacun a pris conscience en gros de son cadre de vie, de même sa capacité à agir au quotidien sur son quotidien. Et on se dit finalement que sur ces questions de mobilité, ces questions de logement, mais aussi les questions d'accès à tous et à toutes, de la culture et du sport, et ben, spontanément, on attend beaucoup de la collectivité locale. Pour ce qui est de la question de la transition écologique et plus globalement du pivotage en fait, de la mutation, quand vous parlez de la transformation, il y a la transformation stricte en termes d'aménagement du territoire, ce que j'ai pointé juste avant, et puis après, il y a le fond de nos organisations, comment on donne la possibilité à celles et ceux qui veulent muter, qui veulent aller vers des activités économiques qui soient moins lourde en termes d'impact carbone, plus intense en termes d'impact social et réellement efficace en termes d'impact de coopération. Il y a quand même des hommes et des femmes qui effectivement attendent des ouvertures, c'est-à-dire pareil, des lieux pour expérimenter, prototyper des solutions du quotidien, des facilitations en termes de communauté liées à de l'innovation pour faire plus le lien avec les grands groupes, avec les ETI, les PMI, les TPI. Et puis on a un gros levier, les collectivités, ça ne vient pas du tout hein, dans l'expression des habitants, mais ça vient dans l'expression des entrepreneurs, c'est l'achat public local. Et on a un vrai sujet sur la confrontation entre le plan de relance d'un gouvernement quel qu'il soit, mais qui vise un horizon lointain en termes de décarbonation, et puis la réalité pragmatique de collectivités locales qui peuvent acheter tout de suite maintenant, hein, qui achètent justement du logement social, qui achètent de la voirie pour faire des réseaux express vélo, qui désartificialisent aussi, et qui réintensifient l'usage de foncier économique et qui là font travailler des entreprises avec des cahiers des charges précis pour orienter la transition écolo. Moi, ça ne m'étonne pas spontanément hein, que les habitants disent que c'est aux collectivités, enfin c'est à l'échelon de proximité d'agir. Je mets juste l'alerte sur l'articulation nécessaire, ce que vous appelez l'économie des territoires, avec l'opérateur d'au-dessus, donc la région, l'opérateur encore au-dessus, l'État, et l'Union européenne, et qu'on soit vigilant sur notre bouclier social. C'est un peu toujours la même rengaine, pas opposer justice sociale et transition écolo, mais arriver à manœuvrer les deux en même temps. Merci, Emeline. Je pense que ça serait intéressant, chacun, que vous me donniez un exemple d'initiative qui vous paraît actuellement bien illustrer une manière de relever les défis, puisqu'on va avoir la conférence suivante qui sera sur voir le monde autrement. Pour voir le monde autrement, il faut qu'il y ait des initiatives qui nous permettent d'envisager cet autre monde. Jérôme Ballet, est-ce que vous avez un exemple d'initiative qui vous vient immédiatement à l'esprit, qui pourrait nous faciliter le passage vers le monde de demain? Oui, je vais continuer dans la transition écologique et je donnais l'exemple d'un concurrent, vous voyez, comme quoi je suis très ouvert, qui est la Banque Populaire, qui a créé la BTE, la Banque de la Transition Écologique. Voilà, donc bravo à elle, et je crois que c'est ce qu'il faut faire. Donc nous, on va regarder effectivement, et d'autres regardent, et je pense que d'ailleurs, il faudra voir si on ne fait pas quelque chose ensemble. Et je pense qu'au-delà d'ailleurs de la création de cet outil, il va falloir le fournir et le garnir, et je trouve que c'est un bon début et c'est un très bon exemple. Merci. Et Emeline Baum, je pense que vous avez une foule d'exemples en tête, mais est-ce qu'il y en a un que vous souhaiteriez mettre en avant? Oui, il y en a un pareil qui a été sourcé ailleurs hein, au Québec, sauf erreur de ma part, c'est
ce sont les logiques de fondation territoriale, c'est-à-dire d'agréger, pour faire simple, hein, toutes les envies d'agir en termes de mécénat de compétences, de logique RSE, donc subventionnement, etc., mais y compris du mécénat de compétences par les opérateurs, par les agents publics, de la mise à disposition de temps hommes, temps femmes, pour accompagner toutes les envies d'agir entrepreneuriales et non entrepreneuriales du territoire. On va s'y essayer, la métropole de Lyon, je vous dis sur l'exemple québécois, mais je pense que c'est comme souvent, hein, nos camarades du Canada vont un peu plus vite dans l'expérience de la coopération. Merci. De toute façon, les échanges avec les Québécois, c'est une vieille tradition aussi dans les journées de l'économie. On a souvent regardé les exemples par rapport à ce que nous faisions en France. Julien, je serais tenté de vous poser aussi la même question par rapport peut-être aux réflexions que vous pouvez avoir à la Banque de France, puisqu'il y a quand même beaucoup d'études. Est-ce que vous avez une piste qui vous paraît la plus prometteuse pour faciliter l'accès à ce monde de demain ? Il y en a beaucoup en ce moment. Je peux dire peut-être un mot sur l'Europe, parce qu'on n'a pas parlé beaucoup d'Europe. Donc, la Banque de France, elle fait partie quand même de l'eurosystème. Donc, on est en pleine phase de revue de notre stratégie de politique monétaire. Je pense que la plupart de vous le savez. Je ne sais pas si c'est quelque chose de très connu au niveau grand public. Donc, par exemple, la Banque de France organisera des conférences pour parler de ça l'année prochaine, pour relayer l'information, parce qu'on s'est rendu compte que finalement, parler d'économie, c'est important entre personnes du secteur, mais c'est très important aussi de faire comprendre la politique monétaire et l'économie aux entreprises, aux ménages, parce que c'est les gens qui finalement prennent les décisions économiques et font marcher l'économie. Donc, je voulais dire un mot sur cette revue de la stratégie, parce que je suis très impliquée là-dedans, à la banque et aussi au niveau Eurosystème. L'Europe, par rapport aux États-Unis, qui vient de terminer sa revue de la stratégie, a décidé d'élargir le champ d'action. Et là, on retrouve beaucoup de sujets dont on a parlé dans ce séminaire, dans cette présentation aujourd'hui. Donc, notamment, le changement climatique est mis en avant comme un facteur déterminant, parce que le changement climatique a une influence forte aussi sur la formation des prix et donc doit être pris en compte dans notre stratégie de politique monétaire. Donc ça, c'est important, c'est nouveau, ça nous caractérise par rapport à d'autres comme le Canada, les États-Unis qui font les mêmes revues, mais qui se concentrent sur un champ beaucoup plus restreint d'action, beaucoup plus économique, disons. Donc là, on a décidé aussi de parler beaucoup de tous les impacts sur la stabilité financière, donc les banques le savent, hein, les décisions de politique monétaire ont un impact très fort sur les banques et le système financier. Et ça, c'est aussi quelque chose qui va être pris en compte et sur lequel on va travailler pour éviter effectivement que toutes les actions qu'on prend avec un objectif de stabilité des prix n'aient pas trop de conséquences négatives sur le système financier qui finalement est très important pour financer les projets, y compris les projets verts, comme on l'a dit. Merci Julien. Il y a un beau défi d'ailleurs derrière cette discussion, ça serait rapprocher l'Europe de l'économie des gens. Je pense que les gens, dans leur vie locale, ont l'impression que l'Europe est incroyablement loin, et c'est comme s'ils n'habitaient pas l'Europe en tant que telle. Je pense que c'est un des défis auxquels on pourrait participer, d'essayer de trouver des solutions pour qu'on puisse créer un peu ce rapprochement. En tout cas, je tiens d'abord à vous remercier tous les trois parce que vous avez apporté des réactions qui nous sont là très utiles. Et on va pouvoir enchaîner avec la conférence sur Voir le monde autrement, où on aura là des acteurs qui vont nous permettre de faire ce lien aussi assez incroyable entre les grandes mutations économiques et réellement la vie quotidienne de chacun, en quoi ce hiatus doit être progressivement refermé et peut-être permettre finalement que tout le monde s'intéresse un peu plus à l'économie, parce que c'est leur vie dont nous allons parler. Merci à tous. Merci. Merci Pascal. Merci.